vous aider ces TPE, PME à faire cette grande révolution. On va commencer par vous, on va faire une discussion entre vous deux pour que vous nous racontiez. Je crois même que vous êtes venu avec une vidéo. On peut lancer un film si vous voulez. Qui va illustrer ce que vous nous racontez. Le but, c'est aussi de vous expliquer. Alors, je ne me sens pas la responsabilité globale des PME du coin, mais, je suis arrivé en 2013, j'ai repris la société à PGLEC et on fait de l'armoire électrique industrielle. Alors, comme je dis, c'est pas glamour, hein. C'est de l'armoire électrique industrielle qu'on met dans toutes les industries. Et je reviens là-bas, ça sert à quoi une armoire électrique industrielle? À faire marcher tout ce qu'il y a autour. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un système, il vous faut l'alimenter, et pour l'alimenter, il vous faut une armoire électrique, quel que soit le type de l'armoire électrique. Alors nous, on fait de la basse tension, c'est-à-dire basse tension jusqu'à 1000 volts, pas de très haute tension. Quand je suis arrivé, 98% de toutes les tâches de la société étaient faites manuelles. Et ça, depuis 40 ans. C'est-à-dire que notre métier n'a pas évolué depuis 40 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé à partir de 2008? Et évidemment, problème économique. L'objet, ça a été de dire, mais est-ce que la société, comme tout est manuel, est-ce qu'on ne va pas trouver des gens aussi intelligents que nous pour faire ça de l'autre côté de la Méditerranée, par exemple? Ça va nous coûter 10 fois moins cher, il n'y a plus de problème de conditions de travail, et puis on peut y aller. Donc, c'était mourir à terme. Donc, la dimension qu'on est obligé de prendre, déjà, la réalité robot numérique, l'industrie du futur, enfin moi j'ai entendu tout ce qui s'est dit depuis ce matin, Hicham l'a très bien expliqué. La dimension politique, c'est-à-dire stratégique, c'est est-ce obligatoire ou non? Doit-on y aller ou non? Alors, dans mon cas, la réponse est j'ai pas le choix, il faut que j'y aille. Alors, une fois qu'on a décidé ça politiquement, de dire on y va, je claque dans mes doigts, puis je dis ça y est, on fait du numérique, je passe dans la chambre Kev et puis j'y vais. Il n'y a pas que ça. Deuxième dimension à voir, la dimension humaine et psychologique. Mais on met un robot au milieu d'une société, c'est les syndicats montent en disant mais Monsieur Favrez, combien vous allez supprimer d'emplois? Alors là, ça s'est vraiment produit. Effectivement, ça s'est passé comme ça. Donc ça a été de dire attention, stop. Le but n'est pas de supprimer l'emploi, encore que les emplois à basse valeur ajoutée, on se dit tout, hein. C'est mort, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. C'est mort. Tout ce qui sera manufacturier, donc manufacturier c'est faire à la main, c'est foutu. Ça part, il vaut mieux utiliser des choses, des gens qui sont aussi intelligents que nous, je veux parler du Maroc à 5 €, plutôt que nous à 50 €, vous êtes d'accord? Donc, la solution, c'est de faire muter l'emploi. C'est-à-dire que le salarié, l'employé qui va utiliser aujourd'hui chez moi le câblage, c'est de lui dire, il va falloir câbler sur du numérique pour être compétitif. Vous avez un exemple qui tourne, c'est comment les trous sont faits chez nous, à l'époque. C'est-à-dire que c'est encore de l'emploi comme il y a 40 ans. C'est-à-dire qu'on perce, on trace, on prend une perceuse, une scie. Alors on a quand même quelques outils, hein, scie sauteuse et perceuse, hein, c'est pas la chignole. Hein. Mais là, rien n'est automatisé. Alors, là, il n'y avait rien d'automatisé. Le but, c'était de dire, écoutez, on fait le virage total, c'est-à-dire que je veux qu'on change notre façon de faire. Alors évidemment, ça veut dire, est-ce qu'il existe des machines que vous voyez là? Il existe des machines. Cette machine, vous l'avez installée en quelle année? Non, cette machine est installée en début 2017. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une PME comme moi, qui ne gagne pas d'argent, plutôt qui en perd, en 2013, on perd 800 000 €. Est-ce que vous croyez qu'on peut mettre 1700 € dans un kev par jour? Moi, je paye 9 personnes avec ça. Donc évidemment, on fait des choix. Les choix qui sont des choix économiques. On ne va pas s'embarquer. Il faut d'abord gagner de l'argent pour dire après, on veut faire du numérique. Les logiciels que vous voyez, les machines que vous voyez, ça coûte une blinde. Ça coûte combien alors cette machine incroyable? Ça coûte 150 000 €. Un logiciel, allez, on va prendre un logiciel de câblage qui, en ce moment, n'est pas encore tout à fait performant. C'est environ 10 000 € par an, plus les licences à payer, 2000, 2500 €. Je ne vous parlerai pas de Katia, hein. Je ne vous parle pas de SolidWorks, je ne vous parle pas de tout ça. Donc ça, si vous mettez tout ça bout à bout, alors on peut rêver de numérique. Mais ça ne se fait pas comme ça. Donc le virage qu'on prend, nous, on le prend, puis on sait qu'on va le prendre pendant 5 ou 6 ans. C'est-à-dire qu'on va y aller avec nos moyens, et puis il ne faut pas qu'on perde en route les gens. Parce que si moi, je dis, on met tout ça, la moitié de mes salariés, ils ne vont pas suivre. Il faut les former. Parce que c'est bien beau d'être un chef d'entreprise et d'avoir une vision. Mais il faut dire aux personnes, je ne vais pas vous supprimer l'emploi, par contre, on va le transformer. Mais il va falloir que vous mettiez un coup de boost. Ça veut dire que vous êtes tous sur écran, vous savez tous faire fonctionner Excel, Word. Parce que détrompez-vous, dans ma société, il y a encore des gens qui ne savent même pas se servir de Word. C'est pas... Ce que je vous raconte, c'est...
Il y en a plein dans les entreprises de Saint-Quentin et ailleurs. Hein. Donc, c'est de dire, on va faire ça. Alors, la dimension humaine est vachement importante, il faut former les gens. Moi, j'ai mis 150 000 € par an de formation. Robotique, numérique, automatisme, électricité. Sur un chiffre d'affaires de combien? 7 millions. Oui, mais avec un résultat en perte. Hein. Donc, imaginez un peu la chose. Hein. Évidemment. Oui, ça ne vous aura pas échappé qu'il y a plein de sociétés à Saint-Quentin qui perdent de l'argent. Hein. Donc, on a la dimension humaine. Il faut les faire évoluer, c'est-à-dire qu'ils prennent le train avec nous. Hein. Moi, je ne peux pas, tout seul, révolutionner à Pégelec. C'est les salariés qui vont le faire. S'il y a bien une chose dont ils n'ont pas besoin, c'est le chef d'entreprise. C'est le chef d'orchestre. Hein. Il a une baguette, mais ce n'est pas moi qui joue la musique, hein, c'est eux. Donc, il faut qu'eux soient formés. Et donc, qu'ils prennent le train en marche et qu'ils aient envie d'aller où on veut aller. Donc, on a fait une étude pendant 2014 en disant comment on se forme, où est-ce qu'on a comme vision, comment on veut être dans 5 ans. Et croyez-moi, si le chef d'entreprise s'imagine comment ça va se passer dans 5 ans, eh ben, il peut donner une inflexion, de l'énergie. Puis il faut aller voir ailleurs. Moi, j'ai été au Japon voir comment ça se passait. J'ai été voir en Allemagne. Avant de former les autres, vous avez dû vous former vous-même. Ah, moi aussi, bien sûr. Et vous avez fait comment alors? Moi, je suis un roboticien de formation. Donc, évidemment, je connais un petit peu la robotique et la numérique. Et puis, je suis quelqu'un qui est intéressé par tous les systèmes. Moi, le KEF, j'ai été le voir. Hein. Je suis allé dedans et j'ai été voir comment ça se passait parce que ça m'intéressait. Par contre, inabordable pour moi. Malheureusement, les grands groupes doivent y aller, mais pour moi, c'est inabordable en ce moment. Quand les prix baisseront, on ira. Alors, on continue. La dimension humaine, si elle est acceptée, que les gens sont OK, et c'est le cas de chez Pégelec, c'est-à-dire que tout le monde dit OK, c'est bon, on y croit, on a commencé à renouer avec les bénéfices, enfin à l'équilibre. Et donc, à partir du moment où on renoue avec l'équilibre et des méthodes d'organisation, ça va mieux. Alors, il n'y a pas que les robots que vous voyez derrière. Quand on parle de robots numériques, il y a numérique. La pause de congé chez moi, c'est encore un bout de papier qu'on signe et que le chef supérieur signe. Ça veut dire aussi que toute la dimension numérique, digitalisation, il faut le faire, il faut changer les processus. Et croyez-moi, ça coûte, plus cher que d'acheter un robot, et c'est plus difficile mentalement à faire changer. Parce que c'est pas dans l'esprit de dire, je vous descends des écrans à l'atelier et vous allez me remplir les demandes de congé sur un écran. Croyez-moi, c'est pas aussi facile. C'est pareil dans mon entreprise. Hein, c'est pareil chez vous, bien sûr. Il y a une entreprise du numérique, donc Olivier, je comprends très bien. Mais tout le monde, il y a beaucoup de chefs d'entreprise que je connais ici qui sont des PME aussi et qui ont les mêmes problématiques que moi. Hein. Je ne suis pas unique dans ce genre-là. Donc une fois qu'on a cette dimension-là, après il y a la dimension structurelle. C'est-à-dire, je rêve de numérique, j'ai des super logiciels, mais je n'ai pas le tuyau. À Saint-Quentin, rue de la Chaussée-Romaine, j'ai 2 mégas. Je n'ai pas de tuyau, je n'ai pas de fibre. Alors, on peut m'apporter la fibre, les grands opérateurs me dire, mais vous voulez la fibre, pas de problème, 1 500 € par mois. Vous croyez que j'ai les moyens de mettre 18 000 € dans un tuyau, moi? Je ne les ai pas. Alors, aider les entreprises, donc on revient à la dimension politique, c'est aussi de dire, on va peut-être demander aux opérateurs d'aller fibrer l'entreprise qui est au bout de la rue pour une somme qu'elle est capable de payer. Chez vous, vous avez des débits qui sont au moins 4 fois supérieurs aux miens. Est-ce que vous croyez que c'est logique? Alors ça, je m'en suis ouvert aux autorités politiques. Hein. On essaye, mais c'est plus facile d'aller monter des immeubles avec 200 personnes que d'aller câbler une entité. Donc la dimension structurelle est importante. Les médias, tout ça, c'est compliqué. Les serveurs, vous voulez digitaliser, mais vous avez des paquets de données à utiliser. Et ça, c'est vraiment très très compliqué. Par contre, on est ouvert. On a testé des robots collaboratifs. Nous, l'année dernière, c'était déjà chez Pégelec, les robots collaboratifs. Donc on n'a pas peur du futur. On n'a vraiment pas peur. Mais vous les avez testés ou ça y est On les a testés pour voir si ça avait un sens chez nous. Et alors? Alors, ça a un sens, sauf que le robot collaboratif, ça n'existe pas. Un robot collaboratif, c'est un robot qui ne doit pas aller vite. Parce que si j'arrive avec un robot qui fait ça, il n'y a pas de problème. Mais si mon robot fait ça, le monsieur n'est pas d'accord. Donc, il faut qu'il y ait des vitesses très lentes. Celui qui s'imagine qu'il va automatiser avec des robots collaboratifs et des vitesses folles, c'est mort. Deuxième chose, il faut que l'outil ne soit pas tranchant. Parce que si au bout du robot qui est même lent, que je mets un couteau, eh ben, le pauvre, il va morfler. Donc, il faut faire attention à toute cette donnée. Évidemment, dans le futur, on va y arriver. Mais ce n'est pas encore le cas chez moi. Et derrière le robot collaboratif, il y a un paquet de logiciels, il y a un paquet de programmation à faire, et il faut une dimension de formation assez élevée. Ça, c'est le deuxième point. Dimension technique, donc il faut être au courant de toutes les données, il faut être au courant de tous les réseaux, il faut être au courant de tous les robots. Vous avez vu, il y a 4 ou 5 roboticiens là. C'est-à-dire, imaginez, il faut former les gens sur un KUKA, sur un ABB, sur un Fanuc, sur un Yaskawa, sur un Stobli, j'espère que j'en oublie pas. C'est toutes les marques de... Toutes les marques, et chacun a son protocole, chacun a son système. Que vous pouvez aller voir
qu'on peut aller voir. Sur Mais les standards est-ce que vous IRDO. croyez qu'une PME comme moi peut se payer 5, 6, 7 formations? Enfin, j'en connais qui, eux, le font, mais moi, aujourd'hui, je ne suis pas capable. Et je ne vous parle que des robots. Derrière, il y a aussi les automates. Siemens, Schneider, General Electric, Omron, etc. Et puis, je peux vous citer chaque marque. Et Et c'est toutes petites entreprises. bien sûr des petites entreprises. Donc, et tout ça, ça coûte cher. Croyez-moi, ça ne se fait pas tout seul. Il faut du temps et ça coûte cher. Donc, c'est une dimension qui est quand même hyper importante. Et puis, ce que je n'oublierai pas, c'est la dimension économique. Parce que, claquement de doigts, un kev, 1700 €, ça va, mais moi, je ne suis pas capable de faire. Donc, il faut mettre tout ça bout à bout, et il faut se dire, dis donc, ouais, il faut une sacrée dose de fric. Alors, il faut y aller étape par étape. Le logiciel que vous voyez, c'est-à-dire que je demande que dans le futur, ça, c'est pas encore chez nous, c'est en test, c'est-à-dire que les gens câblent comme ça. C'est-à-dire qu'on va câbler sur écran, et après, on fera les machines. Et donc ça, c'est pas vos armoires électriques à vous? Non, non, ça, c'est des prototypes qu'on essaye de tester. D'accord. Voilà, mais c'est pour montrer que le principe du câblage, c'est fini l'histoire manuelle. C'est-à-dire que dans le futur proche, c'est comme ça que ça va être câblé. C'est-à-dire que c'est des logiciels qui vont nous permettre d'élaborer des choses. Alors, je vais régler les problèmes de TMS. Hein. Je reste sur la RACT. Moi, j'ai des gens qui ont des maladies professionnelles parce qu'à force de sertir des embouts et de couper des câbles, canal carpien et tout le totim. Donc, évidemment, je suis obligé de mettre des machines parce que quand le gars découpe les vibrations, etc., mais ça veut dire, oui, mais qu'est-ce que je vais faire de mon boulot, moi? Eh bien, tu vas conduire une machine, tu vas programmer la machine. Donc, le but, c'est le changement de ça. Et sachez que tous les jours, on se bat, et je donne rendez-vous, allez, dans 3 ans, pour venir voir APGELEC et voir comment ça a bougé. Et moi, je le fais sans aide. C'est-à-dire que j'ai tenté les aides régionales l'année dernière. Hein. J'ai déposé un dossier Industrie du futur. Ça a été déposé en juillet 2015. La commission, c'était le 7 novembre 2016. Et j'ai toujours pas le papier. Hein. C'est trop lent. Ah, c'est trop long. On va pas attendre 2 ans avant d'investir. Et juste pour revenir, parce que vous avez parlé très vite sur les TMS et la RACT, vous pensez que ça va améliorer? Évidemment. Beaucoup moins de problèmes Ah, de évidemment, TMS, évidemment, regardez. Quand vous avez une machine comme vous voyez ici, le gars, il n'a plus de vibration puisque c'est la machine qui C'est-à-dire qu'il découpe. reproduit des gestes, il y a des vibrations, des gestes pénibles qui seront faits par la machine. Ah évidemment. Okay. Aujourd'hui, si vous voulez, moi je décape, le nombre de fils que je découpe par jour, c'est monstrueux. Ça doit être 7 à 8 000 fils par jour qui sont découpés, sertis avec embout. Aujourd'hui, c'est une machine qui le fait. Donc, par contre, il faut la programmer. Donc on aura des problèmes de TMS, mais peut-être avec les doigts ou les pouces ou les souris, vous savez, les poignets. C'est peut-être ça qu'on aura. Mais on n'aura plus le sertissage qui se fait manuel chez nous. Nicolas, je vais vous faire réagir là-dessus. Ouais. Alors vous, tout ce que vous a fait endurer votre voisin, c'est votre métier. Oui, c'est ça. Vous êtes ergonome. Et quel est votre regard justement? Est-ce que les robots, c'est la fin des TMS? Non, c'est pas la fin de TMS parce que le parallèle, c'était un raccourci qui était un bon raccourci, c'est-à-dire que le travail va changer. Maintenant, finalement, on va automatiser des tâches, mais alors il y a Bernard Stiegler qui est un philosophe qui dit finalement le travail c'est ce qui n'est pas automatisable. Donc il restera toujours un aléa, il restera toujours une situation particulière qu'on ne pourra pas automatiser. Donc ça c'est un élément qui, voilà, le métier évolue, le travail se transforme, mais il y aura de nouvelles contraintes dans le métier. Des contraintes qui peuvent être cognitives sur de la programmation par exemple, qu'on n'aurait pas repéré en amont. Après, il y a 2 éléments que je retiens de ce qu'a dit Monsieur Favrez. La première, c'est finalement qu'il y a un espèce de, et nous on le constate aussi dans les actions qu'on a, c'est qu'il y a une espèce de gap au niveau des PME TPE entre la technologie qu'on met au service du bien qu'on veut produire et la technologie qu'on met au service de l'organisation. Or tous ces nouveaux outils-là, qui soient robotiques pour donc mon produit fini ou digital, voilà, il y a ce décalage-là. C'est-à-dire que on a des dirigeants qui sont assez technocentrés, donc pour qui l'outil, il y a un aspect ludique, c'est-à-dire qu'on aime bien investir, on aime bien l'outil. Mais en même temps, ces outils-là sont très à la fois structurants et déstructurants pour l'organisation. Mais on n'a pas le même, les PME n'ont pas la même vision, la même capacité d'investissement sur l'outil de production et ce qu'ils vont mettre au service de l'organisation, de la digitalisation. Donc c'est ce que M. Favrez appelait digitalisation, moi je l'appelle organisation. Mais donc il y a un espèce de gap comme ça entre, voilà, qu'est-ce qu'on met au service de mon produit fini, et pour les PME, on ne peut pas à un moment donné stopper la production puisque c'est ce qui rapporte de l'argent, mais il faut également outiller l'organisation. Et je pense que les approches qu'on peut avoir, nous, dans le réseau ARACT, ANACT,
ont cette vocation-là. C'est finalement d'appuyer et d'essayer de soutenir la technologie au service de l'organisation. Et finalement, c'est ça qu'on pose en faisant de la simulation. Donc là Vincent a parlé des caves. Donc effectivement, c'est un outil de simulation qui a un coût. Il a un coût d'élaboration, c'est-à-dire que ça coûte de modéliser, ça coûte parce qu'il faut que l'entreprise se déplace là, donc c'est-à-dire que le temps qui est passé dans le cave, c'est pas du temps qui est passé dans l'entreprise à produire, donc il y a finalement un double coût. Maintenant, c'est un outil de simulation parmi d'autres. Metarom n'a pas commencé à faire du cave, ils ont commencé par dessiner le plan à la main. On aurait très bien, mais c'est de la simulation. On peut déjà comprendre et voilà, mais on peut aussi utiliser tout un tas d'autres outils de simulation. On en a un qui est en démonstration sur le stand, qui est une table interactive qui permet déjà, en tout cas, de sécuriser, mais qui participe à ça. Ce qui est important, c'est de penser à simuler le travail. Et je pense que le simple fait de se pencher, comme le fait Monsieur Favresse, de se pencher, de réfléchir quelle vision on veut donner, permet déjà d'essayer de se projeter. Nous, c'est qu'un service, finalement, l'outil, que ce soit le CAEF, que ce soit la 3D dynamique, comme on peut l'avoir aujourd'hui, que ce soit une table interactive FRFID ou que ce soit une maquette volumétrique, c'est un outil de médiation qui permet de se projeter devant et d'essayer d'anticiper et de sécuriser un investissement. Et juste ce que vous nous dites, c'est qu'en fait c'est beaucoup plus évident pour un patron d'investir sur une machine, sur le robot, un outil de travail, sur ce qui va avoir un impact assez immédiat sur son chiffre d'affaires, sur ses ventes, sur ses coûts, que sur la qualité d'un poste de travail, de payer 2000 € ou pour que sur quelle organisation même en place. Si peut-être qu'à long terme c'est très efficace aussi. Et ça, oui, c'est tout à fait. Et ça transforme, donc ça transforme l'organisation et ça transforme aussi la posture du dirigeant. C'est-à-dire qu'auparavant, quand on avait des outils comme ça, je pense que le dirigeant de PME, quand il y avait un absent, etc., il était capable lui-même d'aller sur la machine, d'aller prendre la perceuse et de pallier à l'absence. Aujourd'hui, ça sera peut-être plus forcément le cas. Et donc, on a aussi un gap où ils sont finalement. C'est tout à fait vrai. Moi, la posture du dirigeant doit même passer. Même si je suis un ancien câbleur, je saurais pu le faire. Mais donc, le dirigeant auparavant. Vous auriez pu le faire il y a 10 ans. Ouais, 10-15 ans, parce que je suis pas né directeur. Hein. Ouais. Je suis né et j'ai été câbleur. Hein, j'ai fait un peu les postes dans l'entreprise. Donc la spécialisation des postes, ça veut aussi dire que le patron peut être un peu perdu. Bah évidemment. Moi demain, s'il y a une machine à découper ou un robot collaboratif, moi je sais pas le programmer. Quoi. Et il y a de plus en plus et donc il faut à la fois accompagner l'intégration de la technologie pour les salariés, mais finalement accompagner le dirigeant dans un changement de posture. On n'est plus un dirigeant qui intervient, qui était capable de pallier dans l'outil de production, mais à une posture davantage en gestion, finalement en gestionnaire, plus qu'en intervenant qui avait potentiellement les manettes sur tout et qui pouvait intervenir à tous les niveaux. Et ça, comment vous faites passer ce message ? Parce que c'est peut-être pas évident d'ailleurs. Non, justement, et donc c'est l'approche travail, donc c'est-à-dire que dans notre façon d'intervenir, on essaie de rendre compte justement de cette dimension travail-là et d'accompagner le dirigeant en parallèle, mais ça se fait de façon un peu en filigrane, j'ai envie de dire, un peu discrète. Et comment ça se passe ? Vous allez directement dans les entreprises ? Vous avez des rendez-vous avec les patrons ? Donc vous allez sur le poste de travail ? Après, je dirais chaque chargé de mission aura une approche un peu différente, mais moi j'essaie quand même toujours d'essayer justement de coller aux dirigeants, mais en même temps à la base. Et donc finalement, la simulation permet de mettre les salariés autour de la table, donc d'être proche des salariés, mais en même temps, nous, dans notre façon d'intervenir, on va essayer de coller aux dirigeants pour essayer de lui apporter, de faire le lien avec tout ça. Et finalement, il y a un dernier point sur lequel j'aimerais intervenir, qui est finalement toutes ces nouvelles technologies-là. Monsieur Favresse parlait de tous les prestataires, et donc finalement intègre de nouveaux acteurs. C'est-à-dire qu'on a des prestataires, on a des intégrateurs, on a des commerciaux qui viennent nous vendre des solutions, et donc c'est parfois pas facile de se comprendre. Alors aussi bien du côté des dirigeants de comprendre ce que veut vendre le prestataire, et parfois vous avez des prestataires qui vont vous dire, qui vont vous cacher un petit peu des choses pour avoir des développements complémentaires parce qu'ils sont dans une stratégie commerciale et ils ont raison de le faire. Et vous avez aussi des prestataires qui ont du mal à comprendre le besoin du dirigeant qui est tout le temps dans son usine, qui sait de quoi il parle. Et donc finalement on agit je dirais en traducteur des besoins des deux pour qu'ils se comprennent et qu'on sécurise l'investissement. Donc c'est la robotique et la digitalisation amènent des nouveaux acteurs à se rencontrer, alors qu'auparavant c'était peut-être moins le cas. Et donc voilà, il y a toute une démultiplication du nombre d'acteurs qui est important et qu'il faut savoir saisir qui fait quoi dans le projet. Moi j'applaudis demain l'annonce qui a été faite par Xavier Bertrand hier, qui a annoncé une aide régionale pour les sociétés qui souhaitent automatiser, robotiser. Et moi, c'est une aide sur le premier robot. On ne connaît pas encore bien, mais bon, visiblement, il y a des détails, mais je crois que l'esprit est là. Ouais. Et je peux vous dire que moi, si demain, un chef d'entreprise de PME, même de 5 personnes, a une problématique, il ne sait pas par quel bout il faut s'y prendre, moi, il peut m'appeler et je vais lui dire, voilà, écoute, process, tu vas voir tel intégrateur à tel endroit, parce qu'on se connaît, hein, un mécanisant, tu vas voir un tel endroit, et puis je peux en pleine réalité lui expliquer s'il rêve ou si c'est des choses accessibles.
Parce que je vais tout de suite lui mettre, moi, vous savez, il y a un maître mot dans beaucoup de sociétés, c'est retour sur investissement. Si c'est pour lui dire, écoute, tu vas dépenser 15 000 €, puis après on verra. Vous savez, les aides régionales, l'industrie du futur, hein, vous disiez, vous avez une aide, vous avez un audit. Hein. Moi, l'aide régionale, ça m'a coûté 1 200 € pour l'instant. J'ai payé 6 000 € un audit, dont je n'avais pas forcément besoin. Et on m'a remboursé un an après, 4 008. Donc, au final, l'aide régionale, pour l'instant, au bout d'un an et demi, ça m'a coûté 1 200 €. J'ai rien d'autre. Hein. Donc, moi, ça ne va pas lui coûter ça au chef d'entreprise. On va aller voir son process, on va aller voir, oui, c'est possible, ça, on peut te le faire. Ou alors, je connais quelqu'un qui peut te le faire, on va te mettre en contact. C'est le réseau, et ça va être circuit court. Et il faut montrer ce qu'on est capable de faire à un moment donné. On peut rêver de collaboratif, de machines, etc. Alors, si les entreprises ont les moyens qu'ils y aillent, moi, le KEF, je trouve ça fabuleux, fabuleux. Mais il faut un peu de moyens, quand même. Il faut avoir une certaine assise. Par contre, il existe des logiciels 3D, hein, sur lesquels vous ne rentrez pas dans le système, mais qui sont plus abordables et dans lequel vous pouvez faire, montrer à votre client comment vous pouvez faire un environnement, etc. C'est déjà plus... je vais faire un peu de pub, un robot guide que tout le monde connaît, ça fait aussi des belles choses, quoi. Donc, voilà, il ne faut pas se voiler, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, il faut avoir l'esprit industrie du futur, 4.0 chez les Allemands, mais il faut l'avoir aujourd'hui. Il n'y a pas d'issue. Et on va aider les conditions de travail, ça j'en suis totalement persuadé, parce que chez moi c'est déjà le cas. Alors vous avez fait comment? Parce que vous nous avez dit, j'ai eu mes syndicats, j'ai eu beaucoup d'inquiétudes. Bah, je les ai rassurés parce que... Mais comment vous les avez rassurés? En leur disant, il n'y aura pas de suppression d'emplois. Ouais. Au contraire, je pense que je vais embaucher. Oui, il y a des patrons qui disent ça, on ne les croit pas forcément. Bien sûr, bah, j'ai dit, mais vous n'êtes pas obligé de me croire. Ouais. Par contre, vous pouvez me juger sur les faits. Si je licencie 15 personnes dans un an, vous viendrez me voir. C'est pas le cas. Et aujourd'hui, posez-leur la question. La plupart des câbleurs, si vous venez sur mon stand, la plupart des gens qui programment, c'est des anciens câbleurs. Il est où votre stand? Il est, je ne sais pas, il est près de l'entrée. Dans cette allée. Oui, dans l'allée. Donc, ils peuvent interroger, il y a Gilles, il y a Christophe, c'est des anciens câbleurs. Alors évidemment, ils ont fait un effort, mais de formation. Je les ai envoyés pendant 3 semaines se former chez Fanuc, chez les automaticiens, chez Schneider, etc. Donc, ils en ont pris plein la tête. Mais aujourd'hui, ils ne feraient pas machine arrière. Et aujourd'hui, ils pensent bien que leur avenir, c'est ça. Regardez les jeunes qui passent. Ils rêvent de robots, ils rêvent d'automatisme, ils rêvent de logiciels. On les mettra peu à faire de l'emploi manufacturier. Donc ça, c'est encore notre génération qui a vécu ça. Mais dans le futur, c'est fini, quoi. Nicolas, vous avez la même vision là-dessus. Est-ce que vous êtes au contact des salariés aussi? Est-ce que vous voyez qu'il y a encore cette peur du robot? Que ce soit une peur pour l'emploi, mais aussi une peur pour la qualité du poste de travail, sur l'intérêt des postes? Je pense qu'il y a une crainte, et je pense au-delà de la crainte de la perte de l'emploi, je pense que c'est la crainte de la perte du sens du travail. C'est-à-dire qu'il y a une espèce, quand on câblait, il y a une espèce de côté palpable, et il y a voilà, le savoir-faire transparaît. Je pense qu'il y a des gens, voilà, pour qui vraiment la perte de l'opération en tant que manuel est une perte de sens et une perte de savoir-faire, alors que le savoir-faire va être différent. En fait, hein, c'est-à-dire dans la programmation, ça demande aussi de savoir-faire. Moi, je suis absolument pas programmeur, et je m'émerveille toujours de voir des gens taper des lignes de code qui signifient quelque chose pour un objet. Donc, je pense qu'il faut, voilà, c'est ça. Mais je pense que la perte de sens, on peut l'entendre, je la comprends. Après, à dire comment est-ce qu'on peut faire pour accompagner ça, j'aurais pas de réponse toute faite. Après, au-delà, finalement, c'est là aussi par la simulation qu'on peut accompagner sur ce projet-là. C'est-à-dire qu'on va leur faire prendre conscience. La simulation, c'est un outil entre guillemets un peu pédagogique, quoi, qui va faire comprendre les choses au fur et à mesure. On ne peut pas aller contre le progrès. Est-ce que chacun ici s'émeut des 150 000 postes de secrétaires dactylo qui ont disparu avec les machines à écrire? Est-ce qu'on s'émeut des ouvriers qui étaient dans les champs? Il y en avait 80 à l'hectare avant la guerre. Tout se transforme. Aujourd'hui, il y a un tracteur, et encore, il n'y a même plus de chauffeur. Personne ne s'émeut de ça. Le web... comment ça, personne s'émeut? Si, les gens s'émeuvent quand même. Regardez, les magasins ferment les uns derrière les autres, et puis les gens vont quand même sur leur tablette faire leurs achats. À Noël, il y aura quand même des achats. Donc il y a des transformations de choses. On crée des emplois via le web. Par contre, le magasin sur place, lui, il va souffrir. Donc si vous voulez, il y a des transformations de l'emploi. L'industrie électrique... on n'est plus tellement nombreux, hein, en France, à faire ça. Hein, on n'est plus tellement nombreux. Et je pense que ça ne va pas émouvoir grand monde si demain, à PGLEC, si on n'arrive pas à nous transformer... On fermera ou on sera délocalisé, et puis bon, il y aura peut-être un entrefilet dans l'aide nouvelle, et puis après c'est fini, quoi. Oui, on parle quand même beaucoup du chômage, et on s'émeut beaucoup du fait qu'il y ait des millions de chômeurs. Ah non, mais qu'on s'émeuve du chômage, ouais, c'est une chose. Ouais. Mais le problème, c'est pas d'avoir peur. Le pire, c'est que l'entreprise disparaisse. Parce que là, vous perdez tous les emplois.
C'est pas qu'il y ait l'emploi manufacturier qui disparaisse, parce que vous gardez tous les emplois indirects. Vous gardez des commerciaux, des comptables, des informaticiens, etc. C'est ça qu'il faut se dire. Le tissu, évidemment, se transforme. Allez voir en Allemagne, allez voir au Japon comment ça bouge, il faut aller voir. Et ils ont de l'emploi. Les pays où il y a le moins de chômage, c'est souvent ceux où il y a le plus de robots. Expliquez-moi comment on fait. Moi, je veux bien tout comprendre, quoi. Alors, évidemment, on fantasme, mais je crois que c'est un peu Picard. Moi, je suis Picard. On adore se faire peur. Hein. On adore se faire peur. Alors, il faut, au lieu de subir les choses, il faut être acteur du changement. Sinon, on ne réussit pas la transformation, parce qu'il n'y a rien de gagné chez APGELEC. Si on ne réussit pas la transformation, on pourra au moins se dire qu'on a essayé de tout faire pour s'en sortir. Et après, on dira, ben voilà, on a fait le maximum, etc. Mais je refuse qu'on dise, ben c'est fini, on baisse les bras, et ainsi de suite. On se bouge. Et j'attends pas, après tous les acteurs, on se bouge déjà nous-mêmes. Après, ceux qui veulent nous aider sont les bienvenus. Mais il faut vraiment avoir cette énergie. Et l'industrie du futur, il y a le futur. Donc, je peux vous dire, je pense même qu'on va relocaliser des choses. Je fais un pari que je vais réembaucher des gens, évidemment pas des emplois manufacturiers, mais je vais embaucher des gens en licence robotique, je vais embaucher des gens qui font du logiciel, etc., des techniciens. Je suis convaincu que je vais en réembaucher. Nicolas, je vais vous laisser réagir là-dessus. En attendant, je reconnais plein de pros en plus de la robotique industrielle dans le public. N'hésitez pas si vous voulez ajouter un mot sur ce sujet. Après, c'est simplement un petit constat qu'on a à travers les entreprises qu'on accompagne. On a une action expérimentale aujourd'hui qui accompagne 4 entreprises qui ont intégré ou intègrent des robots, des technologies nouvelles de digitalisation. Et ce qu'on constate, c'est que ces 4 entreprises-là s'investissent finalement dans ce qu'on peut appeler l'industrie du futur. Et NFID est là aussi pour témoigner. C'est que ces entreprises qui font le virage là, l'ont fait, sont aujourd'hui bien portantes. Donc c'est un constat intéressant, on n'a peut-être pas assez de recul, 4 PME c'est assez faible, mais c'est simplement pour renvoyer comme ça un peu une idée de ce qui se passe. J'accompagne ce que vous dites parce que je pense, excusez-moi, allez, je vais un peu avancer par rapport au bilan, mais APGELEC aujourd'hui réalise du bénéfice, alors qu'on en perdait il y a 3 ans. Avec autant d'emplois? Alors on a baissé un petit peu dans l'emploi, il y a eu des départs naturels que je n'ai pas remplacés, mais j'ai transformé l'emploi. Et vous allez peut-être embaucher dans les années à venir. Eh bien, j'ai des gens en contrat pro. On est pas mal d'entreprises à prendre des gens de la licence robotique, des gens en BTS, CRSA, etc. Donc, évidemment, dès que l'opportunité va se faire, de toute façon, c'est simple. Si on a des marchés, il va falloir avoir les gens autour. Donc, il va falloir y aller, quoi. Donc, on a vraiment cette vocation à le faire. Mais je ne suis pas dans le pays de oui-oui, moi. Hein. Je rêve pas. Oui, j'ai remarqué. Ah non, j'essaye d'être pragmatique. Et je ne vais pas vous inventer, je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt, et je vais vous dire la réalité des choses. Quand c'est du rêve, je vais vous dire c'est du rêve. Pour l'instant, moi, le robot collaboratif, c'est pas encore à ma portée. Pour moi, c'est encore du rêve. Je ne peux pas l'utiliser partout. Ça viendra peut-être dans 5 ou 10 ans, mais pas maintenant. Et on est nombreux à l'imaginer. Il est mignon, mais il vous intéresse pas pour l'instant. C'est pas ça. C'est trop lent. Si vous voulez, aujourd'hui, il est trop lent. Et puis, si vous voulez, moi, j'aime bien mettre une barrière, un plexiglas, parce que j'ai envie que ça bouge un peu et que ça dépote. Quoi. Voilà. Dites-nous d'abord peut-être qui vous êtes. Ouais, donc moi je suis Vincent, le référent Saint-Quentin French Tech, IoT et Manufacturing. Donc c'est vrai que ça apparaît pas. Donc j'étais hier aussi dans une conférence et je voulais faire écho effectivement à ce que disait Thierry, puisqu'on a dit en gros la même chose pour les entreprises de l'IoT. Sur qui vous comptez? En gros, on compte sur nous-mêmes et on compte sur les réseaux d'entrepreneurs. Donc Thierry, toi tu es Manufacturing, moi je suis IoT. On a un instrument maintenant à Saint-Quentin qui s'appelle Saint-Quentin French Tech IoT Manufacturing, avec la philosophie, je reprends là les mots de Jean-Paul Delevoye, leadership entrepreneurial, contestataire et positif. Voilà, là c'était une manifestation, un écho, un praticien de ce que nous a présenté Jean-Paul Delevoye hier. Thierry vient rejoindre Faubourg Numérique et Saint-Quentin IoT Manufacturing, on va faire plein de choses ensemble. Merci. Philippe Vasseur, vous avez été politique et chef d'entreprise, vous avez forcément un mot à ajouter là-dessus? Non, mais je bois du petit lait, comme on dit. Hein. Non, ce n'est pas du petit lait, ce serait plutôt une bonne bière, d'ailleurs. Ah oui, je préfère aussi. Non, mais j'ai entendu tout à l'heure, et j'adhère tout à fait, la présentation du programme national de la Nouvelle France industrielle, l'industrie du futur. Tout ça est très très bien, et je suis bien placé pour dire qu'il faut qu'il y ait des directions qui soient données. Une fois qu'on a donné des directions, une fois qu'on a même mis en place un certain nombre de moyens, il n'y a rien qui se passe
s'il n'y a pas des acteurs qui se mobilisent sur le terrain. Je crois qu'on a un peu tendance à inverser les choses, mais ça fait partie de notre esprit colbertiste français. Moi, je me souviens du général de Gaulle, vous n'étiez pas né, qui disait en quelque sorte le plan est une ardente obligation, et on pensait qu'on pouvait tout décider d'en haut. Et je pense que cette période-là est finie. Il disait aussi que les Français étaient des veaux, hein. Souvenez-vous. Oui, à certains moments, il n'a pas toujours eu tort non plus sur ce plan-là. Non, mais je pense que la période pendant laquelle on pouvait tout décider d'en haut, s'imaginer qu'il suffisait de prendre des lois, de faire de contrôle d'échange, du contrôle des prix, etc., c'est terminé. Le monde aujourd'hui, il fonctionne de façon beaucoup plus latérale que verticale. Et on en a un excellent exemple, je trouve, à travers vos débats. Je pense que si jamais on n'a pas les acteurs qui se mobilisent, il ne se passera rien. Et ce qui est intéressant dans ce qui vient d'être expliqué, c'est deux choses, à mon avis. La première, on voit bien cette mobilisation et on voit bien que se crée, en quelque sorte, non pas ce qu'on peut appeler un écosystème, mais un des locosystèmes. C'est-à-dire que c'est sur le plan local, ce que vous avez expliqué, où la conjonction, l'interconnexion, en quelque sorte, des chefs d'entreprise pouvait donner, en quelque sorte, un coup supplémentaire. Et on va souvent plus vite. Et on va souvent plus vite. La deuxième chose, j'ai bien retenu, vous faites appel aux politiques, et vous avez tout à fait raison, mais pas nécessairement pour faire le boulot à la place des acteurs, pas nécessairement pour inventer des systèmes de subvention dont on connaît les effets pervers, soit des effets d'aubaine de la part de certains, soit une procédure administrative qui est un peu longue. Moi, je bois du petit lait parce que quand j'ai fait l'industrie du futur, on m'a demandé 3 bilanciels jusqu'en 2019. Je suis incapable de savoir ce qui va se passer en 2018. Alors, 2019. Alors là où je vous rejoins tout à fait, et ça peut être dans le rôle du politique, c'est de mettre en place les conditions qui peuvent permettre l'éclosion des entreprises. Par exemple, on a souvent dit que dans le passé, il fallait des infrastructures pour développer les économies. On l'a dit. Et chacun a réclamé sa gare, son autoroute, etc. Je pense qu'aujourd'hui, c'est toujours important, mais c'est moins important que d'avoir accès au haut débit. Je crois que l'accès au haut débit... Le désert numérique existe aujourd'hui. Oui. Il existe. Mais je pense que l'accès au haut débit, les territoires qui demain n'auront pas accès au haut débit seront des territoires qui sont des territoires condamnés. Il faut vraiment avoir ça dans la tête. Et là, je crois que le politique a un rôle énorme à jouer. Bon, voilà. Alors, pour le reste, il faut l'engagement des entreprises, c'est tout à fait évident. Il faut aussi peut-être, et même sûrement, l'engagement des jeunes dans ce que vont devenir les métiers de demain. Et on sait que il n'y aura pas que des énarques demain. Je ne suis pas énarque. Il y a des énarques ici. Non, levez la main, là. Il y en a? Non, il n'y a pas. Non, ce que je veux dire, c'est que les métiers de l'industrie, et notamment de l'industrie telle qu'elle va devenir, doivent redevenir attractifs. Ce qui n'ont pas bon. Quand vous dites 65% des emplois de 2050 n'existeront pas, j'en sais rien. Il y a des... Si, il a raison. Non, on ne sait pas. On sera en 2050. Là, vous avez, comme je le disais tout à l'heure, dès que vous avez un expert qui dit une chose, vous en avez un autre qui dit le contraire. Je ne sais pas si ce sera 65% ou 50%, 75%, j'en sais rien. Ce qui est certain, c'est qu'il faut se préparer précisément à des évolutions et à des changements de métiers considérables, et avec, bien évidemment, des formations à mettre en place. On a aussi du mal en France. On a des formations, on a pris des habitudes, on va continuer à avoir des CFA formant des esthéticiennes quelquefois au-delà des besoins. Bon, on a du mal parce que les pesanteurs existent, et puis vous avez tout à fait raison, on n'aime pas trop le changement. Ce qui nous attend, c'est non seulement un changement dans les process de fabrication, c'est non seulement un changement dans les entreprises, mais c'est manifestement des changements dans l'organisation de la société. Moi, j'ai dit à un syndicaliste il n'y a pas tellement longtemps, mon vieux, à ta place, je me ferais du souci. Parce que le monde de demain, c'est peut-être pas le monde avec les usines centralisées qui se trouvent à un endroit avec une forte concentration. C'est du travail qui sera peut-être éclaté, c'est de l'imprimante 3D, un tas de... Cher monsieur, moi j'ai les syndicats. J'ai pas fini. Non, mais je voulais rebondir. Non, mais et moi, ils sont plutôt positifs. Ils sont plutôt positifs. Non, mais... Oui, mais ils sont positifs parce qu'ils sont dans l'entreprise. Demain, avec... on rentre dans un autre débat, mais l'organisation même de la société va changer.
Et ça va tout changer, ça va tout bouleverser sur le plan syndical, sur le plan politique, etc. Alors on a toujours peur du changement, bien évidemment. Pourquoi on a peur du changement? Parce qu'on est rassuré par ce qu'on connaît. Même si ce qu'on connaît n'est pas tout à fait réjouissant, on le connaît bien, on ne sait pas ce que le changement nous amène. Mais comme disait ma grand-mère, la Sainte Femme, la peur n'a jamais évité le danger. Je pense même que le danger, il vient de la volonté de ne pas avoir suffisamment peur et peut-être de ne pas se préparer au changement qui arrive. Voilà, c'est tout. Et Churchill ça disait, me servira de conclusion. Et Churchill disait, il vaut mieux prendre le progrès par la main, sinon il vous saute à la gorge. Voilà. Et donc il vaut mieux plutôt que subir, anticiper et agir de façon collective. Et ce que je crois, c'est que l'action demain, l'action collective demain, hein, on parle du elle se fera dans les territoires. Et je pense que les nouvelles technologies telles qu'on les voit, où on pensait qu'elles allaient faire en sorte qu'on était dans la globalisation, et on est dans la globalisation, et qu'elles allaient ruiner la notion de territoire, c'est exactement le contraire. Les territoires reprennent toute leur pertinence dans un monde qui est extrêmement ouvert, dans lequel on a accès, on n'est pas être sur son territoire, c'est pas être fermé, hein, c'est au contraire être ouvert, mais que cette coopération, ou quand vous dites, bah tiens, je vais te voir toi et je vais te dire, je peux t'envoyer chez un tel, on tient véritablement ce que j'appelle un de ces locaux systèmes. Merci beaucoup.